Au moins 5 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau près d'une école dans le centre de Dublin, en Irlande. Les 5 victimes ont été prises en charge à l'hôpital principal de la ville. Selon les médias locaux, le principal suspect a été arrêté et se serait blessé. Il aurait tenté de s'en prendre à plusieurs jeunes dont des enfants, mais son mobile n'est pas encore établi. La ministre de la Justice irlandaise a qualifié cette attaque de choquante et se dit convaincue que le responsable sera traduit en justice. Je suis pas bien parce que c'est nos gamins. Ils sont super dans le car, ils sont super de partout et il faut qu'ils nous arrivent cette pépin là. Et moi je dis non à la violence, arrêtez cette violence gratuite. Et que l'État français fasse quelque chose pour nos communes et tout ça. C'est malheureux, c'est un garçon qui était super. J'ai de la colère au fond de moi, j'ai peut-être plus que ça encore, ouais, et de l'incompréhension. Même si on n'est pas des proches, on est tous Thomas. À l'intérieur, on a tous été jeunes, nous aussi. Et on aimerait que pour le futur, ça puisse être autrement. Un peu de révolte. Je pense qu'il ne faut pas avoir que les bougies, les ballons. Tout à l'heure, ça a été fait, c'est très bien, mais c'est pas mal. Il faut aussi parler qu'on est un peu révolté. Nos gamins sont des cibles. Voilà ce qui a été déclaré lors de la manifestation à Nanterre après la libération du policier ayant tué Naël, ce délinquant multirécidiviste qui avait été tué lors d'un contrôle routier après un délit de fuite. Nos gamins sont des cibles. Voilà ce que la France des banlieues a récemment déclaré. On va voir dans cette vidéo que oui, en France, des gamins sont des cibles, mais ce ne sont évidemment pas ceux auxquels pense la rédaction de Libération ou les manifestants de Nanterre. Voilà qui sont les vraies cibles. Regardez le visage de Thomas, 16 ans, poignardé à mort lors d'une fête de village à Crépol, dans la Drôme, tué à l'arme blanche lors d'une rixe mortelle, nous disent les médias. On reviendra là-dessus. C'est évidemment une saloperie innommable de la part des médias que d'employer ce terme-là, mais passons. Revenons rapidement sur les faits. À la fin d'une fête dans ce petit village de quelques centaines d'habitants seulement, une bande de racailles a déboulé et a commencé à agresser tout le monde. Alors on le voit, les scènes sont absolument incroyables. Une mère de famille raconte le traumatisme de ses enfants. Leur première parole, il y a du sang partout. Il en avait plein les vêtements. C'était une boucherie. C'était une attaque gratuite. Ils se sont fait cracher dessus. Ces gens étaient à l'extérieur du bal. On ne comprend pas. Et le résultat de tout ça, de cette fête qui vire au cauchemar, eh bien, c'est un bilan abominable. Un mort, Thomas, 2 personnes en urgence absolue, près de 20 blessés, donc quelque chose de dramatique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les racailles étaient armées. Elles avaient des couteaux. Les témoignages sont tous dans ce sens-là. Il y a eu des coups de couteau partout, nous raconte un ami de Thomas. C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et plantaient les gens à l'aveugle. Je l'ai vu avec une main sur son ventre, en train de mourir. J'ai vu Thomas se faire planter un couteau dans le cœur et dans la gorge. Voilà quelle était la nature de la scène. Donc là, on est au-delà de l'indicible. On est clairement dans une scène de barbarie. Dans le cadre de l'enquête suite à l'attaque barbare de Crépol, il y a eu, Bruno Retailleau, 9 interpellations, dont vraisemblablement l'auteur des coups mortels sur le jeune Thomas. Hier, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a d'abord rappelé l'ignominie de ce qui s'est passé, mais il a aussi appelé à éviter de rajouter, dit-il, de l'indignité à un drame qui touche la nation. Éric Dupond-Moretti accuse une partie de la classe politique de récupération, comme pour la petite Lola. Que répondez-vous à cela ? Je réponds que ceux qui nous gouvernent souvent crient à la récupération pour nous faire taire, pour imposer le silence. Moi, je pense que... Pourquoi? Qu'y a-t-il à cacher? Je pense que l'indécence, c'est le silence. Je pense qu'il ne faut rien cacher. D'ailleurs, vous savez, les Français ne sont pas dupes. Les Français voient bien cet ensauvagement, cette barbarie, cette jeune femme de 29 ans violée dans la Manche, à Cherbourg, dans des conditions horribles. Ce jeune garçon à Nîmes, 10 ans, ces dizaines de règlements de compte à Marseille, etc., etc. Et donc on n'en peut plus. Et là, à quoi a-t-on assisté? C'est la France ensauvagée qui a fait un raid sanglant dans la France tranquille. Et ça choque les Français. Un raid, vos mots renvoient presque à des conditions d'un attentat, un raid. Bien sûr, mais bien sûr, écoutez, quand vous venez armé jusqu'aux dents avec des couteaux de cuisine acérés, que vous entourez, que vous encerclez un lieu de fête, c'est quoi? C'est pas un fait divers, ça dit quelque chose. Et le problème, c'est que beaucoup trop de politiques aujourd'hui veulent faire l'autruche. Et ils dégradent des événements qui ont une signification politique au rang de faits divers. Parce que le propre d'un fait divers, c'est que ça n'a pas de sens.
Ben si, tout prend sens, tout prend sens. Et le propre de l'homme politique, c'est de donner du sens pour pouvoir, en posant le bon diagnostic, avoir les bons remèdes. Alors essayons de le poser, vous l'avez déjà fait, mais allons plus loin, parce que ce qui ressort de certaines réactions, Bruno Retailleau, comme celle d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal, c'est qu'il s'agit d'attaques pour s'en prendre, en tous les cas selon leur analyse, à des blancs. C'est-à-dire qu'il y aurait une attaque et un racisme anti-blanc. Il y a eu un témoignage, précisons que ce sont des témoignages. Est-ce que vous partagez cette conclusion? J'ai lu en tout cas ce témoignage, donc ce racisme anti-blanc, il existe. Il ne faut pas le nier. Maintenant, ce que je veux dire comme responsable public, c'est que il faut arrêter avec le laxisme judiciaire. Moi, j'appelle depuis longtemps à une révolution judiciaire. Pourquoi? Parce que, bien sûr, une refonte totale. C'est du racisme anti-blanc, c'est les prémices d'une guerre civile. Voilà la réaction immédiate que vous aviez eue quelques heures, jours après ce qu'il s'est passé, le drame de Crépol, la mort de Thomas. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Ah bah les témoignages des personnes sur place, rapportés par le Dauphiné Libéré, rapportés également dans Paris Match, où les témoins de la scène atroce ont dit qu'ils avaient entendu les agresseurs dire explicitement « on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc ». Voilà, donc si ça n'est pas du racisme anti-blanc, je ne sais pas ce que c'est. Et je trouve d'ailleurs que la réaction n'est pas à la mesure de la gravité. Parce que imaginez si, à l'inverse, nous avions eu Thomas et ses petits copains qui étaient descendus dans la cité avec des couteaux de 25 cm, en disant on est là pour tuer de l'arabe et planter de l'arabe. Vous pensez que ce serait passé quoi? Je pense qu'il y aurait eu une minute de silence à l'Assemblée nationale, branle-bas de combat dans toute la classe politique pour nous forcer à nous mettre à genoux, émeute urbaine et tutti quanti. Donc oui, j'utilise ce terme de racisme anti-blanc parce que malheureusement personne ne le dit. Or, c'est le cœur du sujet. Voilà, la guerre ethnique sous-jacente qui pour moi sont les prémices de la guerre civile et ça me terrifie. Et Mourad? Mais pardon madame, on ne parle pas de la même chose. On parle d'un côté d'un homme qui a été agressé et d'une agression absolument condamnable et tout à fait condamnable. Je précise pour ceux qui nous écoutent. Vous avez immédiatement réagi à ce qui s'est passé et c'est un drame abominable. Mais ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas chacun qui choisit sa victime? Vous avez immédiatement réagi et effectivement, l'enquête le dira, il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a eu des témoignages, vous les citez, qui ont été rapportés par nos confrères à la fois du Dauphiné Libéré et de Paris Match, qui disent on va tuer du blanc lorsqu'ils sont effectivement revenus, lorsque ces jeunes sont revenus armés de couteaux, de cailloux et de barres de fer. Il y a à peu près au même moment, vendredi, dans la journée, ce jardinier dans le Val-de-Marne qui a été agressé par un homme de 76 ans qui est arrivé en disant « Et le bougnoul, je suis chez moi » avec un cutter. Il a réussi à en réchapper, mais il a malgré tout été touché et l'homme de 76 ans l'a visé à la gorge. Et c'est tout à fait condamnable. Mais vous ne pouvez pas demander de réagir de la même manière à une agression, une fois de plus, tout à fait condamnable, et à un raid, manifestement avec des propos racistes qui ont été tenus, et qui partent dans différents, je ne sais pas, de quartiers, et un raid meurtrier prémédité qui aboutit à la mort d'un jeune homme de 16 ans avec 17 blessés, dont 3 graves. Voilà. Excusez-moi de vous dire que c'est pas la même chose. Par ailleurs, je tiens à le préciser, et Mourad est légitimement a suscité beaucoup de réactions. Il a fallu attendre 24 heures quand même avant que Gérald Darmanin ne se réveille sur l'affaire de Thomas. Il avait réagi plus vite sur l'affaire du chat écrasé dans la gare parisienne quand même. Et puis, je le dis crûment, excusez-moi, hein, mais pour un Mourad agressé, il y a dans ce pays 100 Thomas agressés ou tués. C'est ça la réalité. Vous avez des chiffres là-dessus mais madame, sur le racisme anti-blanc qui serait plus élevé et qui ferait plus de victimes que le racisme anti-bougnoul, pour reprendre le mot qui a été utilisé par l'agresseur de Mourad? Je suis désolée de vous dire que les agressions islamophobes dans ce pays sont dérisoires, et tant mieux, bien évidemment. Mais à côté de cela, si vous regardez un peu la presse quotidienne régionale, je ne doute pas que vous le faites, toutes les semaines, il y a dans ce pays des agressions sur des petits blancs ou des petits français, commises par des personnes d'origine étrangère, avec très souvent des connotations extrêmement agressives. Rien que sur Romans-sur-Isère, je le rappelle quand même, hein, dans le même secteur, dans le même quartier, il y a quelques années, on n'a pas oublié, un réfugié soudanais a tué 2 Français, dont un père de famille devant son gamin de 12 ans, en faisant 5 autres blessés. Voilà, donc ça, malheureusement, c'est devenu le quotidien des Français. Et c'est pour ça que j'utilise des mots très durs. En l'occurrence, Marion Maréchal, il s'agirait dans les premières arrestations pour le principal suspect qui a 20 ans, qui est celui qui aurait porté le coup mortel à Thomas, d'un jeune qui vivait dans le centre de Romans-sur-Isère, qui a 20 ans, qui est né en France, qui est de nationalité française. Oui. Il n'y a pas de... Non mais oui, très bien, mais je sais hein, qu'on a fabriqué des centaines de milliers de Français de papier.
La situation en Suède n'a jamais été aussi dangereuse depuis 1945. C'est l'alerte lancée récemment à la télévision par l'un des responsables des services de renseignement de la police suédoise. Nourrie par l'immigration, la guerre des gangs qui perdure depuis 2 décennies pour le contrôle du marché de la drogue et des armes a atteint des proportions inédites dans ce royaume scandinave. Depuis janvier, 44 personnes ont été tuées et 88 autres blessées lors de règlements de compte. Rien qu'en septembre, une soixantaine de fusillades ont coûté la vie à 12 personnes, dont plusieurs adolescents. Preuve que l'heure est grave, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson annonçait dans une rarissime adresse à la nation le 28 septembre la mobilisation des forces armées dans la lutte urgente contre une vague de violence encore jamais vue en Europe. En cause, une immigration irresponsable et un échec de l'intégration faisant le terreau des bandes criminelles, constate le chef du gouvernement. Car l'effusion de sang de ces dernières semaines est notamment liée à des dissensions au sein du puissant gang Foxtrot dirigé par un Suédois d'origine irakienne, Rawa Majid. Surnommé le renard kurde et installé en Turquie, il est soupçonné par la police de recruter et d'armer des mineurs pour en faire des tueurs à gages. Un métier grassement rémunéré, plusieurs milliers de couronnes par assassinat selon la police de Malmö, ville du sud de la Suède gangrénée par la criminalité. Ce n'est un secret pour personne qu'une majeure partie des personnes actives dans ces réseaux sont des personnes d'origine étrangère, appelées immigrés de la 2e génération, résultat d'un énorme échec d'intégration. Longtemps focalisé sur les questions de chômage et d'éducation, le gouvernement serait passé à côté du problème spécifique des gangs, notent certains observateurs. De fait, les groupes criminels recrutent aujourd'hui en moyenne 3 tireurs par jour, soit 1 millier par an. C'est beaucoup plus que ce que nous pouvons neutraliser et cela prendra peut-être 10 ans pour renverser la tendance, reconnaît impuissant le directeur de la police nationale Anders Thornberg. Pays d'asile depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède a accueilli en 2015 le plus grand nombre de demandeurs d'asile par habitant jamais enregistré dans un pays de l'OCDE. Aujourd'hui, plus de 33% des 10,5 millions de Suédois sont nés à l'étranger ou sont issus au moins d'un parent. Un entraînement de foot ordinaire, à la seule différence que ces enfants ont assisté à une fusillade sur leur terrain quelques jours auparavant. Depuis plusieurs semaines, la Suède est en proie à une vague de violence sans précédent. En septembre, la guerre des gangs a fait 12 victimes, souvent mineures et parfois innocentes. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le Premier ministre en appelle à l'armée. J'ai convoqué le chef de la police et le commandant en chef afin de voir comment l'armée peut aider la police dans son combat contre les gangs de criminels. Une solution radicale, mais inadéquate pour certains. L'armée, ça ne peut pas être une solution. Il faut investir plus dans certaines choses comme l'emploi. Ça, c'est important. Et aussi offrir des activités aux gens. En janvier 2022, le gouvernement suédois a bien tenté de durcir les sanctions en supprimant les réductions de peine pour les jeunes de 18 à 20 ans. Mais dorénavant, les gangs ont recours à des mineurs pour commettre leurs meurtres. Ces derniers ne risquent au maximum que 4 ans de détention. Les recrutements ont lieu partout. Ça se passe dans le métro, dans les bibliothèques, dans le centre-ville. Ça se passe dans le bus, dans les transports en commun, partout. Ces guides criminels, comme je les appelle, travaillent jour et nuit. S'il y a des enfants ou des jeunes, ils y sont aussi. La police suédoise a révélé que la moitié des personnes détenues dans des affaires en cours avaient moins de 18 ans. Certains suspects n'ont pas plus de 13 ans. Avec près de 300 fusillades en 2022, la Suède détient le taux d'homicide par arme à feu le plus élevé d'Europe. Rejoint par le commissaire David Lebars. Bonsoir commissaire, merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous ce qui s'est passé à Crépol le week-end dernier. Il y avait une marche blanche aujourd'hui en hommage au jeune Thomas, 16 ans, qui a été tué dans cette attaque. On peut parler d'attaque en règle. On va faire un point sur l'enquête et le profil des interpellés. Alors le procureur a communiqué, c'est la 3e communication qu'il fait depuis le début de cette affaire. On en sait un peu plus, notamment sur le profil de la personne qui est soupçonnée d'avoir porté le coup de couteau mortel. On sait qu'il est de nationalité française, qu'il a 20 ans. Il a 2 condamnations à son casier judiciaire, l'une pour recel de vol, l'autre pour le port d'armes blanches. On a pu discuter avec Célia Vallée, avec l'avocate de 4 mises en cause à Romans-sur-Isère. On a pu échanger avec lui. Il est l'avocat de 4 personnes qui ont entre 17 et 23 ans. Ce sont pour certains des jeunes du quartier de la Monnaie, pour d'autres des jeunes qui ne sont pas issus de quartiers dits sensibles selon cet avocat. Il explique que ses clients sont effondrés, que chacun a pu exprimer un mot pour les familles des victimes et il revient sur le déroulement de cette soirée qui avait lieu donc dans la salle des fêtes de Crépol. Écoutez-le. C'est une soirée évidemment qui a dégénéré, mais c'est une soirée pour laquelle chacun venait pour essayer de passer un peu de bon temps, profiter de leur jeune vie et voilà, c'est un drame qui s'est passé à cet instant.
On n'en sait pas plus pour le moment. Eux, ils venaient pour faire une soirée. Ils étaient à la soirée. Ils étaient dans la salle. Ils étaient dans la salle. Ce sont des jeunes gens qui vont à un certain nombre de soirées, évidemment, qui sont habitués à pouvoir sortir, à fréquenter du monde. Voilà, on essaie de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. L'enquête et la justice dévoilera la vérité sur les éléments qui ont pu se passer dans cette nuit du 18 au 19 octobre. Alors depuis plusieurs jours, nous avons pu échanger avec des jeunes de Crépol qui étaient à cette soirée dans la salle des fêtes. Ils nous disent qu'ils ont bien vu ces personnes, ces jeunes être présents dans la salle des fêtes, mais qu'ils n'avaient pas du tout l'attitude de personnes qui profitaient de la soirée. Ils étaient dans une attitude d'attente, d'observation, parfois même au téléphone. Voilà ce que nous disent ici les uns et les autres. Soupçonnés par la police de recruter et d'armer des mineurs pour en faire des tueurs à gages. Un métier grassement rémunéré, plusieurs milliers de couronnes par assassinat selon la police de Malmö, ville du sud de la Suède. Salut à tous, écoutez bien ces propos tenus par Jean-Pierre Chevènement dans une émission diffusée le 16 octobre sur CNews. Et je pense que la démarche de Jean-Michel Blanquer, qui consiste à désigner des référents laïcité, porte ses fruits. On voit qu'il y a des signalements qui permettent de combattre au quotidien un certain nombre de faits tout à fait déplaisants, des injures, des manifestations tout à fait insupportables, comme par exemple l'invocation de la décapitation de tel ou tel professeur, ou toute chose qu'on voit circuler. Oui, vous avez bien entendu, moins de 24 heures avant la décapitation de Samuel Paty, Jean-Pierre Chevènement nous parlait de décapitation de professeurs.
Là, je veux bien croire à la coïncidence, hein, mais quand même, c'est quand même un peu troublant. Mais aussi, il y a de la révolte. Et les gens en ont marre. Il faut que ça s'arrête, en fait. Oui, mais moi, C'est ce qu'ils nous disent. je ne veux pas choquer, hein, mais les marches blanches, ça ne sert qu'aux victimes. Ça sert à se regrouper, ça ne sert qu'aux gens bien, c'est-à-dire aux gens qui se regroupent pour soutenir les victimes. Ça n'a aucun effet sur les auteurs. Donc, à un moment, les marches blanches, il faut dire aussi les choses. Ça ne sert à rien, à part se pétrir d'émotions qu'on a, parce qu'on ne peut avoir que de l'émotion. Il y a maintenant un sujet de violence dans la société qui se répand. Les gens commencent à se dire que ça se répand de façon inacceptable au point que l'État, au sens large, est en train de faillir. Il ne faut pas que ces gens croient ça. Et d'ailleurs, la preuve, l'action de la police pour le moment, les services d'enquête sont allés très vite, puisqu'il y a du monde en garde à vue. Mais il faut absolument qu'on ait des réponses fermes, rapides. Et le sujet, c'est ce qu'on va observer après, c'est de savoir si on va pouvoir faire face à ça dans l'arsenal pénal. On en parle suffisamment souvent. Il y a plein d'affaires où on se dit au départ, c'est pas possible, ça va être sévère, et puis on se rend compte qu'à la sortie, ça l'est pas. Donc là, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais je suis plutôt attentif à savoir ce qui va se passer après, parce que les voyous sur les réseaux sociaux qui se répandent et qui se vantent de ce crime et qui ont des attitudes au-delà de ce qu'on peut imaginer, il faut aussi qu'ils soient interpellés, il faut passer des messages, et ensuite il faut qu'il y ait des gifles pénales. Il faut vraiment que ça passe. Ça vous révolte? J'ai vu que votre syndicat, le syndicat des commissaires de la police nationale, a réagi à un jeune qui se vantait sur les réseaux sociaux de... Il va au-delà de se vanter. Les spectateurs, les auditeurs, ceux qui ont vu Bac Nord, c'est exactement le même profil que le personnage fictif à l'arrière de la voiture dans Bac Nord. Vous savez, celui qui n'a pas de limite sur la vulgarité, la violence, les menaces, sauf que celui-là, il est dans le monde réel. Il menace le ministre, il menace la police, il est vulgaire. Je vous dis pas tout ce qu'il dit, parce que j'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant ce qui se permet, même s'il n'est pas auteur. Déjà, tout ce qu'il fait, c'est déjà poursuivable pénalement sur plusieurs faits d'infraction. Il faut aller les chercher, ce qu'on va faire, les identifier, et que la gifle pénale passe. Je parle de la gifle pénale, c'est-à-dire que la gifle, ça part vite. Il faut que la sanction parte vite. Quand elle part trop tard, c'est foutu. Il y en a déjà qui sont pas récupérables. Vous savez, il parle en génération. Et il dit dans ses déclarations, vous savez, les 2002, nous, on est courageux, on se laissera pas faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire de la surenchère par rapport aux générations de voyous d'avant. Si on n'arrête pas ça, on va avoir un phénomène de délinquance décomplexée gratuite, et on va assister à une recrudescence de ce type de fait. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, à laquelle j'associe mes collègues drômois Marie-Pierre Monnier et Gilbert Boucher. The little young one is lying down on the ground. You have her over there, and the fella is lying behind that ambulance there. And the other two are right in that door. The two kids are in that door. The reaction is one of absolute shock. I would describe the community as numbed by this. People are horrified that people have been injured, and the children, even witnessing this, have been traumatised. So our heart goes out to the whole school community, to the children, the parents, the teachers. Alors, il y a des gens qui croient aux coïncidences. Moi, je ne sais pas. Je n'y crois pas trop. On ne sait pas quelque chose. Voilà, je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait il n'y a que les imbéciles pour croire aux coïncidences. D'accord. Conor McGregor se prononce avec des termes très guerriers. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des plus grands champions de MMA. Les combats dans les cages très sanglants, etc. Il est devenu richissime grâce à quelques combats très médiatisés. Donc maintenant, il est très libre. Espérons qu'un jour, Benoît Saint-Denis soit aussi libre financièrement pour aussi avoir la capacité peut-être de s'exprimer. Hein. Souhaitons-lui ça et souhaitons-nous ça aussi. Et du coup, sans partir dans les excès, bien sûr, de toute façon, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'excessif. Mais vraiment, ce serait bien, je pense, ce serait très très bien. Ça viendra, je pense, parce que c'est un grand champion. Donc Conor McGregor, en parlant de la politique migratoire
en Irlande a dit « nous sommes en guerre ». Et aujourd'hui, un homme attaque une école et poignarde 3 enfants. 5 personnes, dont 3 jeunes enfants poignardés près d'une école primaire. La colère monte parmi la foule présentée. C'est quand même dingue de se dire que Conor McGregor a écrit « Nous sommes en guerre » il y a moins de 24 heures. Et que cet acte de guerre est commis. Parce que oui, c'est un acte de guerre. Hein. La police nationale irlandaise, Garda et services d'urgence sont sur les lieux d'un incident grave à Dublin. Le secteur de la place Parnell Square East est actuellement bouclé. De nombreuses ambulances et de véhicules de police de la Guarda sont présents. Je ne sais pas comment on dit Garda, bref, c'est pas important. Un porte-parole de la police a déclaré à l'Irish Times que 5 blessés ont été transportés vers divers hôpitaux de la région de Dublin. Parmi les victimes figurent un homme adulte, une femme adulte et 3 jeunes enfants. Un enfant, une fille, a été grièvement blessé. Les 2 autres sont soignés pour des blessures moins graves. La police est en contact avec les parents des 3 enfants blessés. Des badauds furieux contre le gouvernement et la police et sa politique migratoire bloqueraient les transports en commun en signe de protestation, sous-entendant que ces crimes auraient été commis par un étranger. Ils sous-entendent. Alors moi j'ai vu les images où l'homme qui a commis cet acte abject, encore une fois, ça y est, ça devient la norme, hein, les enfants. Hein. Après Annecy, etc. C'était un tabou, mais là, il est en train de sauter. Hein. À quoi que non, on avait connu ça à Toulouse avec Mohamed Merah. Eh bien, en fait, a priori, ce serait si les rumeurs sont vraies, en tout cas, j'ai vu que c'est quelqu'un, en tout cas, qui est originaire soit du Maghreb, soit du Moyen-Orient, etc. Et a priori, il serait algérien, d'accord. Et a priori, il a été neutralisé parce qu'il y avait des mecs en train d'essayer, enfin, des gens... les secours essayaient de lui faire un massage cardiaque. Le type il a l'air décédé, quoi. Donc voilà. On va donc voir l'image où ils sont en train d'essayer de bloquer le trafic. Bloque le trafic. Les Irlandais, c'est pas du genre à se laisser faire. Donc ils bloquent les transports. A priori, les Irlandais, eux, sont capables d'entrer en insurrection quand des membres de quand certains des leurs, surtout des enfants, sont attaqués en fait. Donc a priori, les Irlandais sont toujours vivants. Voilà. Ils ne sont pas dans le même état de passivité morbide dans lequel on erre depuis des décennies maintenant. Face à une telle violence, gratuite et débridée, nous partageons la sidération et la peine des habitants de notre département. Pour nous, en Drôme, c'est tout sauf un fait divers. L'émotion nous tenaille. À cette douleur s'ajoutent d'inévitables questions. Pourquoi ? Pourquoi eux ? Pourquoi à Crépol ? Pourquoi Thomas ? Une enquête est en cours et elle devrait, je l'espère, apporter des réponses. Je salue la réactivité des forces de l'ordre qui ont procédé hier à l'interpellation de 9 individus. Pas de conclusion hâtive. Laissons la justice travailler. Cela étant, vu la nature de ces actes criminels qui semblent prémédités et réalisés en bande organisée, nous devons collectivement nous interroger afin de tout faire pour éviter que de tels drames ne se reproduisent dans notre République. Madame la Première ministre, en cette semaine de congrès des maires où de nombreux élus nous écoutent, comment pouvons-nous davantage accompagner et rassurer nos communes, surtout en territoire rural, pour que les événements indispensables à la vie de nos villages, à l'image du bal de Crépol, puissent perdurer dans la sérénité ? Monsieur le sénateur, ces violences sont graves, elles sont inacceptables. Une enquête judiciaire a immédiatement été ouverte, 70 auditions ont d'ores et déjà été menées, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour faire toute la lumière sur ce drame. D'ores et déjà, donc 9 personnes ont été interpellées, l'enquête permettra de déterminer les responsabilités de chacun. J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et dans notre justice. Toute la vérité sera faite sur ce crime. Les auteurs et leurs complices devront répondre de leurs actes. Aujourd'hui, l'heure est à l'enquête et au recueillement. Comme vous, je le sais, monsieur le sénateur, je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Monsieur le sénateur, vous le dites, ce drame soulève des questions plus larges. Mon gouvernement est bien conscient des évolutions de la délinquance, en particulier dans nos territoires ruraux. C'est la raison pour laquelle, conformément aux engagements du président de la République et en application de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur portée par le ministre Gérald Darmanin, nous créons 239 nouvelles brigades de gendarmerie, dont 2 dans votre département de la Drôme.
239 nouvelles brigades, ce sont plus de 2000 gendarmes supplémentaires dans nos territoires ruraux. Monsieur le sénateur, je veux vraiment vous en assurer, la présence des forces de l'ordre partout sur le territoire, notamment dans la ruralité, c'est une priorité pour mon gouvernement. Je ne supporte plus cette gérontocratie boomeriste. Les boomers, ils vont réélire la Macronie pour 1000 ans. Gérald Darmanin, Édouard Philippe, pourquoi pas Marlène Schiappa, on s'en fout en fait, ça n'a aucune importance. De toute façon, tous ces gens sont des acteurs, sont des communicants. Ils ne dirigent rien du tout. Ils ne font que rendre service à ceux qui leur permettent d'être élus, c'est-à-dire les milliardaires qui détiennent les médias. Voilà. Et du coup, ils font une politique qui va dans leur sens. Eux, ça les arrange d'avoir un turnover d'esclaves. Donc on va continuer dans ce sens-là et rien ne va changer. De fait, les groupes criminels recrutent aujourd'hui en moyenne 3 tireurs par jour, soit 1 millier par an. C'est beaucoup plus que ce que nous pouvons neutraliser et cela prendra peut-être 10 ans pour renverser la tendance, reconnaît impuissant le directeur de la police nationale, Anders Thornberg. C'est vrai que c'est le choc, c'est un théâtre d'opération. Il y avait 39 pompiers qui sont arrivés à 2h du matin dans ce petit minuscule village de Crépol et il y avait 17 personnes blessées. 17 personnes pour des pompiers de cet endroit, c'est un énorme carambolage. Vous voyez, c'était une scène, c'était un théâtre d'opération, comme disaient les pompiers. Jean Messia voulait réagir déjà, je vous vois. Oui, tout à fait, parce que bien sûr c'est un drame absolu et je partage la douleur de la famille, mais il y a un certain nombre de médias qui doivent se sentir particulièrement ridicules aujourd'hui. Quand on nous a expliqué depuis 24 heures qu'il s'agissait d'une rixe, d'une bagarre, l'AFP va même jusqu'à parler de quelques troubles faits. Qu'en 12 euphémismes, cela est exprimé. Vous avez déjà vu, vous, des troubles faits ou des bagarreurs ou une rixe terminée par 50 membres des forces spéciales du GIGN mobilisés pour arrêter les criminels. Il ne s'agit même pas d'une razzia, comme j'ai pu l'entendre, qui ne veut rien dire en l'espèce. Il s'agit d'un mini-pogrom. Voilà de quoi il s'agit. Une razzia, c'est Marine Le Pen qui a employé ce n'est pas le bon terme parce qu'une razzia, ce sont des gens qui arrivent pour piller, pour violer, etc. Et le meurtre, évidemment, fait partie de la panoplie. Mais là, en l'occurrence, c'est un mini-pogrom. Vous ne pouvez pas employer ce mot-là. En fait. Si, vous ne pouvez pas employer ce mot. Je suis désolé. En fait, vous desservez la cause. Attendez, parce que pogrom, c'est un mini-pogrom. Dans l'histoire, un pogrom, ce sont des attaques de Mais c'est exactement ça. Là, non, pas du tout. Les pogroms sont motivés par l'antisémitisme. Pas du tout. Attendez, mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous faites des Arméniens? Ils n'ont pas subi des pogroms de la part des Turcs? Ça s'appelle des génocides. Alors, ça s'appelle un génocide. Voilà, non, avant le génocide. Non. C'est une définition très précise. Quand vous desservez votre cause quand vous employez à dessein un mot qui ne convient pas à la situation. Arrêtez de me hurler dans l'oreille, vous déréglez mon oui, excusez-moi, j'ai une voix forte. Ce que je veux dire, c'est que quand une dizaine d'individus, ou même plus, arrivent avec pour seul objectif de planter à tir-larigot des gens dont la plupart ils ne connaissent pas, ça s'appelle un mini-pogrom. Alors pourquoi on refuse ce mot? Parce qu'effectivement, ces gens, et c'est le réel, ça va vous faire hurler, mais ces gens sont issus de certaines immigrations pour qui le coup de couteau est la manière de régler un certain nombre de choses. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous en savez? L'enquête est en cours. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je voudrais d'abord, excusez-moi Julie, répondre à votre accusation de certains médias. Et c'est vrai, vous avez raison. Ici même, hier soir, on l'a dit, et on avait monsieur Jacobelli qui était sur ce plateau. On a dit qu'effectivement, c'était peut-être un euphémisme d'employer le mot rixe pour quelque chose dont on n'avait pas encore exactement la teneur. Et c'est vrai qu'aussi qu'il faut être prudent dans ces cas-là, tant qu'on n'a pas plus d'éléments. En tout cas, à BFM TV, jamais on n'a tenté de minimiser quoi que ce soit, croyez-moi. Mais Laurent Ruquier, vous n'étiez pas visé. Mais je vous le dis. Sinon, je vous l'aurais dit. Par contre, j'ai un élément de réponse à la question de madame qui me dit « Qu'est-ce que vous en savez ?» Écoutez, vos confrères du Dauphiné libéré ont, comment dirais-je, rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc, est-ce que vous pensez que si ça avait été des blancs, ils seraient là pour planter des blancs? Je vous lis en tout cas le communiqué de presse du parquet qui dit « Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville, du même quartier. Les liens qui peuvent exister entre les suspects possibles ne semblent pas reposer sur de telles logiques de territoire. Les enquêteurs progressent très vite, mais il faut laisser l'enquête se faire. On a encore très peu d'informations sur l'identité de ces agresseurs. Mais vos confrères du Dauphiné libéré redis quand même votre tweet hier, alors que l'enquête est loin d'être terminée. Dans la France ensauvagée en cours de grand remplacement, des jeunes colons venus d'une cité de la région de Grenoble ont attaqué, tué et blessé des jeunes Français qui ont pour seul tort de vivre sur la terre de leurs ancêtres. C'est bien ça?
C'est bien ça. D'abord, vous avez les images que certains journalistes ont relayées. Vous avez la presse locale qui relaie les propos. Nous sommes ici pour planter des blancs. Si ça avait été des Français de souche ou assimilés, ils n'auraient pas prononcé cette phrase. Ça veut bien dire que l'acte est non seulement un mini-pogrom, mais c'est un mini-pogrom raciste. Il y a de plus en plus, en tout cas, de Maghrébins qui reconnaissent qu'il peut exister un problème peut-être au sein de leur communauté et qui veulent, a priori, sortir un petit peu de cette solidarité obligatoire et peut-être participer à la résolution du problème, parce qu'ils se rendent compte que ce sont les premiers à souffrir de cette image, en fait. Parce qu'en fait, SOS Racisme et d'autres associations subventionnées pour combattre le RN, à seule vue électoraliste et de propagande, ont fait croire aux Maghrébins que si ils étaient mal aimés parfois, c'était que à cause du racisme, en fait. C'était à cause des racistes qui sont méchants, etc. Et il y a beaucoup de Maghrébins qui se rendent compte qu'ils ont peut-être que le racisme existe, mais peut-être qu'aussi il y a une responsabilité de l'autre côté et que ces deux éléments, le racisme et la toxicité d'une certaine partie de leur communauté, s'entre-alimentent et que ça rend la vie impossible à beaucoup de gens. Que ce soit les Maghrébins qui se comportent bien ou les Français qui ont rien demandé, d'accord ? Parce que les Maghrébins, vous comprenez bien ça aussi, les amis. Hein. Les Maghrébins qui se comportent bien, et j'en connais plein, j'en ai connu plein, moi, dans ma vie, des gens qui sont irréprochables, qui élèvent bien leurs enfants, qui sont doux, gentils, tolérants, etc. Bah, c'est les premiers à souffrir de tout ça. Hein. Parce qu'eux, ils ont cette étiquette de merde sur la tête. Ils voient les jeunes se comporter comme de la merde, certains jeunes se comporter comme de la merde, et du coup, ils ont honte. Du coup, ils savent que ça va leur retomber dessus. Et de l'autre côté, les Français qui les regardent de travers, etc. D'accord ? Et il y a tout un amalgame aussi avec la religion. Je sais que je suis un petit peu dissident à droite là-dessus. Mais en vérité, la religion... Enfin, moi, là, tous les musulmans, les musulmanes que j'ai connus qui étaient religieux, la plupart du temps, c'est des gens qui justement, se comportent mieux que ceux qui sont des racailles, etc., et qui connaissent rien à leur religion, etc., et qui ont juste des bribes comme ça, entre le racaillisme et le salafisme, enfin bref, la vision du rap qui est distribuée par l'islam, etc. Et c'est de la merde. Franchement, ça, c'est de la grosse merde. Et il ne faut pas confondre l'islam avec ça. Voilà. L'islam, c'est pas ça. Je ne suis pas converti. C'est juste que moi, j'ai grandi avec des musulmans. Et généralement, les gens les mieux, bah, c'est ceux qui croient et ceux qui essayent de ne pas déplaire à Dieu, etc., quoi. Et qui ont une vision de l'islam qui n'a pas été polluée par le salafisme, le wahhabisme, etc. C'est-à-dire ces propagandes obscurantistes qui ont été financées à hauteur de plusieurs centaines de milliards par l'Arabie Saoudite, etc. C'est l'idéologie qui a été le plus financée dans l'histoire de l'humanité. 194 milliards au dernier décompte. 194 milliards ils ont injecté pour financer cette vision de l'islam qui est absolument incompatible avec l'Occident déjà, et qui est délétère même pour les musulmans eux-mêmes, je pense, parce que ça les amène dans une... je pense que c'est ultra toxique et que ça les amène que dans des situations de conflit. Voilà. Après, il y a d'autres problèmes, hein. Je veux dire, il y a des problèmes de compatibilité avec l'islam, ça c'est une certitude, même l'islam des Chibani, même l'islam traditionnel, etc. Mais c'était quand même beaucoup plus vivable et beaucoup plus, compatible avec nous que cette nouvelle version racaillot islamiste là qui a aucun sens. Voilà.